En fait, semaine passée, on était à un tournoi de hockey, puis en parlant comme ça, informellement avec les parents, il y a un papa d'un coéquipier de hockey à Lucas qui mentionnait qu'il vient de perdre 2 employés dans sa petite firme d'ingénierie. Je pense qu'ils sont 3 employés, donc 2 ingénieurs talentueux qui a perdu aux mains de chasseurs de tête, aux mains des compétiteurs qui sont venus les chercher. Donc, il était jeté à terre parce que il disait que c'était des employés super performants. Il les a formés à leur sortie de l'école. Sont sortis, il n'y avait pas le droit il n'y avait pas le sceau d'ingénieur. Donc, il les a formés, il les a rendus jusqu'à leur sceau d'ingénieur. Puis là, pouf, ils s'en vont. T'sais. Fait que, quelle déception. En contexte de rareté ou de pénurie de main-d'œuvre, la dernière chose qu'on souhaite, c'est de voir partir quelqu'un, de voir partir un employé, qu'il soit performant ou pas, que ce soit un employé clé ou pas. C'est toujours dur de voir partir quelqu'un. Aujourd'hui, je te parle du contrat psychologique parce que, comme son terme le dit, c'est très intangible comme concept. On ne l'associe pas dans nos raisons de départ, parce qu'on ne comprend pas encore qu'est-ce que c'est. Mais pourtant, à mon avis, il est dans la cause d'un gros pourcentage de départ d'employés. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigie RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser pour ma voix râcle. Je suis dans une influenza, donc à ma 3e ou 4e journée d'influenza, ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore la voix un peu cassée, ce qui fait même que j'ai reporté d'une journée mon enregistrement de podcast parce que hier, j'avais pas l'énergie ni la voix pour le faire. Alors, je m'en excuse d'avance. Et aussi, j'aimerais te rappeler que tu as jusqu'au 15 février pour obtenir 15% sur ton adhésion à ma prochaine cohorte de co-développement. Si évidemment c'est dans tes plans ou si tu veux en savoir plus, je vais laisser le lien sur les notes d'épisode ou tu peux te rendre directement sur mon site internet, le www.lecultureclub.ca. Tu vas dans l'onglet « Groupe co-développement ». C'est pas plus dur que ça. Alors, le contrat psychologique. Mine de rien, ce sujet-là m'a amené en Allemagne. M'a amené dans un congrès en Allemagne où j'ai fait la présentation dans un groupe de transfert d'entreprise, l'aspect humain. Parce que le sujet m'a amené là. En fait, j'ai commencé, quand j'ai fait mes études doctorales, mon directeur de thèse de l'époque, Sylvain Luc, qui est maintenant mon directeur c'est le directeur du département de relations industrielles ici à l'Université Laval qui m'a embauché comme chargée de cours. C'est lui qui m'avait introduit à ce sujet-là parce que je voulais en parler dans mon sujet de thèse. Bon, j'ai pas fait ma thèse, mais c'était l'objectif. Et ce qui m'a amené à recenser la littérature, à acheter tous les ouvrages écrits sur le sujet, puis à aller au fond de ce sujet-là. J'avais monté des ateliers de formation que j'ai offerts dans différents événements, dans différents groupes. On m'a demandé à faire des conférences sur le sujet, ce qui m'a fait connaître des gens qui m'ont mis en lien justement avec les gens d'Allemagne, puis finalement, je me suis ramassée en Allemagne. Fait que bref, ce sujet-là m'a fait voyager. Mais m'a mis aussi, me fait rencontrer des gens, puis me coller un peu une étiquette d'un concept qui est encore peu connu. J'en ai parlé aussi dans mon épisode 13, le contrat psychologique. Donc, si jamais tu veux en avoir plus, tu peux aussi retourner écouter cet épisode-là. Donc, c'est quoi le contrat psychologique? C'est toutes les croyances que les individus se créent quant aux engagements, qu'ils soient écrits ou non, qu'eux-mêmes ou d'autres ont fait et qu'ils ont acceptés et sur lesquels ils comptent, sur lesquels ils ont des attentes. Ça, c'est la définition du contrat psychologique.
Le contrat psychologique, lui, il se forme à travers toutes les communications, les coutumes, les pratiques des organisations et il est construit par des contractants qui sont à la fois humains et matériels. Je t'en parle tout à l'heure, ça va être beaucoup plus clair. En fait, le contrat psychologique, c'est tous les accords de promesses qui sont faits avec le travailleur. C'est autant les termes écrits qui sont des contrats d'embauche, le salaire, l'horaire, les vacances, mais tout ce qui est écrit, en fait, on a des recours parce que c'est un contrat tangible que deux parties ont écrit. Donc, si jamais tu me donnes pas les vacances que tu m'avais promises, ben j'ai un recours. Si tu me donnes pas le salaire pour lequel tu t'es engagé à me payer, j'ai un recours. Tout ce qui est dans les lettres d'embauche aussi, tout ce qui se cache à travers ça, j'ai des recours parce que c'est des preuves écrites. Mais le contrat psychologique, c'est aussi toutes les promesses que je fais de manière orale. Donc, par exemple, les promesses de formation, les promesses d'appui professionnel, de développement professionnel et tous les autres engagements, les expressions d'engagement, d'intention par rapport, par exemple, à des promesses d'aide diverses, des promesses de transport, mais qui ne sont pas écrites dans un contrat formel, dans un contrat tangible. Donc, tu comprends tout de suite en partant que les promesses orales, on dit que c'est aussi valide qu'à l'écrit, sauf qu'il faut le prouver, par exemple, puis des fois, c'est pas si clair que ça, puis tu vas comprendre pourquoi. Donc, il y a deux exemples de contractants. Il y a les contractants humains et il y a les contractants matériels. Quand on parle des contractants humains, on fait référence à tous les recruteurs, les responsables RH, le personnel administratif, les gestionnaires, les dirigeants, qui tournent autour d'un employé avant son embauche, pendant son embauche et après son embauche. Donc, il y a aussi les employés qui sont des contractants parce que souvent les employés vont former les nouveaux employés, mais ils vont aussi discuter à la cafétéria, dans les pauses. Et ils vont aussi parfois être utilisés comme employés ambassadeurs. Donc, ça a été en marketing RH, là, les employés ambassadeurs, ça a été... en fait, je pense que c'est encore très fort parce que beaucoup de référencement qui est fait par les employés ambassadeurs. Donc, l'employé ambassadeur va solliciter ses amis, il va parler de son travail, de ce qui se passe, de ses expériences significatives, il va essayer de te vendre la job. Donc, à travers ça, il va se glisser des attentes. Je t'en donne des exemples, ça dans quelques minutes, là, ça va être beaucoup plus clair. Mais avant, je te donne le deuxième exemple de contractants, qui sont les contractants matériels. Donc, c'est tout ce qui est inclus dans nos documents de mission, de vision, de valeurs, soit que je les affiche sur mon site Internet ou encore que je les publie dans un guide manuel d'employés. Tous les documents plus formels comme les politiques, les guides, les manuels RH. Ce qu'on retrouve aussi sur nos sites Internet, et là, je t'invite à faire l'exercice d'aller analyser ce qu'il y a sur ton site Internet pour essayer de repérer tous les attentes qui pourraient se glisser, qui pourraient former des contrats psychologiques. Donc, les sites Internet, les médias sociaux, nos publicités, parce que le marketing RH est de plus en plus fort et il va utiliser les bons coups, les bonnes forces qui est vendable, qui est extrait de nos employés pour essayer d'attirer de la main-d'œuvre. On se ramène au fait qu'on est en chasse pour les meilleurs employés disponibles sur le marché ou encore qu'on veut aller conquérir, amadouer et sortir d'une autre entreprise. Donc, on se doit d'être attractif, d'être intéressant. On se doit d'être stimulant puis de donner le goût aux gens de venir travailler chez nous. Donc, voici quelques exemples. Je ne te donne pas le nom d'entreprise, je le donne à ma formation, mais c'est pas nécessaire, je pense, d'aller là. Mais une entreprise située ici sur la rive sud de Québec que tout le monde connaît, qui, sur son site Internet, on a des belles images d'employés avec le logo de la compagnie qui
entre guillemets, donne une phrase. Donc, on voit l'employé, puis on voit la phrase que cet employé-là dirait. Donc, on dit que c'est un groupe humain qui voit loin. Donc, à l'emploi de l'entreprise depuis janvier 2009, je suis toujours aussi passionnée d'exercer un métier qui m'offre chaque jour de nouveaux défis dans un cadre de travail enrichissant et valorisant. Donc, quelqu'un qui cherche des défis va être appelé par cette phrase-là. Mais est-ce que je donne des défis à tout le monde à chaque jour? Vous voyez, ça peut créer une attente. Si la personne rentre chez vous et que finalement, elle n'a pas de défi, elle va déjà voir un clash, une incohérence. Deuxième exemple, je suis à l'emploi de cette même entreprise-là depuis 14 ans et j'aime travailler dans cette entreprise car elle est à l'écoute de ses employés. J'apprécie l'ambiance de travail, les gens sont gentils et souriants, toujours prêts à aider. Donc, c'est l'agente de compte à recevoir. Donc, quelqu'un qui cherche de la collaboration, de l'entraide va être appelé par cette phrase-là. C'est peut-être vrai dans certaines équipes, dans son équipe de finance, de comptabilité peut-être, mais c'est peut-être pas le cas partout. Donc, cette personne qui va être appelée par la collaboration va peut-être être déçue si elle voit les gens travailler en silo, si elle voit des bonus de performance individuelle. Elle va voir une incohérence, un clash entre ce qu'elle a vu, la perception qu'elle a eue de l'entreprise versus la réalité. Toujours dans la même entreprise, c'est très motivant de travailler dans une entreprise qui fait confiance et qui permet de relever de nouveaux défis. Au fil des 14 dernières années, l'entreprise m'a rendu meilleure. C'est une grande école où je peux apprendre et travailler avec une bonne équipe. Donc lui, il travaille dans les bâtiments, le directeur des bâtiments. Donc quelqu'un qui cherche de la collaboration et de l'entraide va être appelé par cette phrase-là. C'est peut-être vrai pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc une personne qui est appelée par cette phrase-là va être déçue s'il y a beaucoup de comptes à rendre, puis si elle ne peut pas prendre de décision. Encore une fois, il va y avoir un clash. Dernier exemple, dans une autre entreprise que je trouve dangereux de mettre sur un site Internet parce que ça crée énormément d'attentes. Et ça, je l'ai pris sur un site, genre un Jobilico de ce monde, là, où on fait l'affichage de postes. Puis on met en évidence pourquoi travailler dans l'entreprise. Donc, on a une page marketing qui est proposée par la plateforme. Et là, on va mettre nos postes. Et là, il y a quelque chose qui dit, une autre photo d'une employée ambassadrice qui dit « Au cours de ma carrière, j'ai eu plusieurs occasions de relever de nouveaux défis et de progresser. Aujourd'hui, je suis fière de faire partie de l'équipe des gestionnaires. » Donc, on met cette Nancy-là, qu'elle s'appelle, au premier plan pour parler de son expérience positive. Donc, quelqu'un qui cherche un développement de carrière à monter dans une organisation va certainement être appelé par une phrase comme ça. Donc, c'est peut-être vrai pour Nancy, mais c'est peut-être pas tout le monde. En fait, c'est pas tout le monde qui peut être promu dans une organisation. Fait quelqu'un qui cherche ça va certainement être déçu si elle voit des occasions passer ou qu'elle n'est pas considérée s'il y a des opportunités ou s'il n'y a pas d'opportunités du tout. Je ne sais pas si tu connais J.T. O'Donnell, c'est une influenceure américaine. Je ne sais pas si elle est encore très active, mais il y a quelques années, elle était très active sur LinkedIn notamment. Elle avait écrit un blog qui avait pour titre « 7 mensonges potentiels racontés durant le processus d'embauche ». Et elle disait qu'à chaque fois qu'une entreprise fait la déclaration suivante, vous devriez faire preuve de scepticisme et chercher à obtenir plus d'informations avant de supposer que c'est la vérité. Tandis que certains peuvent tenir leurs promesses, d'autres ne le peuvent pas. Et c'est à vous de déterminer lesquels sont sincères. Donc, les mensonges potentiels, les 7 mensonges potentiels dont elle faisait référence étaient « Il y a beaucoup d'opportunités d'avancement ». Quand on dit ça dans notre processus de recrutement, ah oui, chez nous, il y a beaucoup d'opportunités d'avancement. Elle a dit « Warning, potentiel mensonge. La structure des bonus permettra de doubler votre revenu. Warning, potentiel mensonge.
Votre territoire est protégé et nous ne le changerons pas, disons probablement pour une personne qui est en vente. Warning, potentiel mensonge. Hein, tu es embauché pour couvrir le Québec, finalement, on t'envoie à couvrir, mettons, je sais pas, la grande région de Montréal, puis on t'envoie couvrir l'Abitibi. Ça change un peu la donne, disons. Ça peut être un peu décevant. J'ai rien contre l'Abitibi, sauf que si tu habites à Montréal, ça peut faire un peu loin pour venir dormir chez toi le soir. Vous bénéficiez d'une formation approfondie, et celle-là, elle est quand même assez commune, là. Chez nous, on donne la formation. Ça, c'en est un exemple d'attente, un exemple d'attente qui se glisse souvent dans le cadre des recrutements ou des discussions entre gestionnaires et employés. Donc, elle a dit « warning, potentiellement mensonge ». Vous aurez une flexibilité d'horaire et pourrez travailler de chez vous occasionnellement. Donc là, on s'entend que cet article-là a été écrit il y a quelques années. Mais à ce moment-là, on voit déjà qu'il y avait un désir de travailler de la maison. Il disait « potentiel mensonge ». Mais encore aujourd'hui, potentiel mensonge, valide. Assure-toi que c'est sincère. Nous vous fournirons de l'aide supplémentaire lors des périodes chargées. Ça veut dire on va t'amener du renfort si jamais t'es dans le jus. Warning, potentiel mensonge. Une fois que vous aurez résolu ce problème, département, ou que vous aurez résolu ceci, vous aurez l'opportunité de travailler sur quelque chose de nouveau et excitant. Donc ça veut dire, fais la job, là, livre la marchandise, puis après ça, tu vas avoir un beau nanan au bout de ça. Warning, potentiel mensonge. Donc, en résumé, les contractants humains vont contracter et créer des contrats psychologiques dans leur blabla, le qu'ils appellent les mots qu'ils vont utiliser pour discuter, échanger et vendre un poste. Les contractants non humains ou structurels, eux, ils vont véhiculer les intentions et les attentes, mais au nom de l'organisation. Tu sais, moi, par expérience, je l'ai déjà fait, utiliser nos meilleurs employés dans le recrutement, ne serait-ce que quand je faisais des visites d'usine, mais j'allais présenter les meilleurs employés pour qu'on paraisse bien. Mais même chose dans le marketing RH sur les différents réseaux sociaux, on va prendre les meilleurs employés et on va leur faire dire des choses, mais là, on se sent bien parce que les vidéos qu'on filme promotionnelles de l'entreprise, c'est bien parce qu'on n'a pas menti, c'est l'employé qui le dit. Mais est-ce que ce qu'il dit, c'est tout le monde qui va vivre la même chose? Est-ce que c'est tout le monde qui va avoir les mêmes opportunités? C'est là où ça devient un peu dangereux. Là, tu vas me dire, ben là, je fais quoi pour contrer ça? J'ai quelques stratégies pour toi à la fin. Ne t'inquiète pas, je te laisserai pas là-dessus. Mais avant, c'est important, je veux te préciser quelque chose, c'est que, puis là, c'est là où ça commence à faire mal. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas une entreprise, tu comprendras, qui peut s'éviter de créer des attentes. On est là pour vendre un poste, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il va toujours s'en glisser. Mais, sache que les effets, on appelle les effets, c'est la violation du contrat psychologique. Donc, les effets de la violation du contrat psychologique sont très coûteux pour les organisations, puisqu'ils se traduisent notamment par une perte de productivité, de mobilisation, voire de départ d'employés. Et à cet effet, il est triste de réaliser que 54% des nouveaux recrutés, c'est une personne sur 2, constatent une violation des engagements écrits et non écrits pris envers eux durant leurs 2 premières années d'emploi. Et j'irais même plus. Là, ça, c'est les gens qui vont quitter, mais les gens commencent à constater une violation du contrat psychologique dans les 2 premières semaines d'emploi. Imagine les coûts pour nos organisations. Là, j'ai 2 petites phrases magiques qui disent tout, là, d'employés qui se sont plaints de non-réalisation des engagements à leur égard. Donc, ils m'ont promis un poste en marketing, puis là, je suis en train de vendre des téléphones. Ça arrive-tu, ça? Je pense que ça arrive quand même assez régulièrement. L'image initiale qu'on me fait des forces financières de l'entreprise était clairement frauduleuse. Aïe, ça fait mal. Quand tu es dans les ventes, quand tu es dans les finances, qu'on dit que l'entreprise est super clean, puis que tu arrives, puis que finalement,
il y a des choses que c'est limite legit, là, ben, c'est comme on a un petit peu... Moi, j'avais des attentes, j'ai des valeurs de loyauté, je veux faire les choses droites, je veux que ça soit structuré. Finalement, j'arrive dans une entreprise qui est complètement le bordel. Il n'y a aucune structure, tout est à faire. Donc, c'est sûr que ça tu pognes de quoi. Et la formation du contrat psychologique chez un individu, ça se contrôle pas. Puis c'est important de le préciser parce que faut pas juger, hein, parce que en fait, c'est un modèle mental que la personne utilise pour construire ses croyances face à des promesses, de l'accord et de la confiance. Et plus une promesse est perçue comme fiable, soit par des actes, des faits, des comportements, plus la personne a confiance dans son contrat psychologique et souhaite maintenir la relation dans le temps malgré les changements qui sont survenus. Et les promesses, pour la personne, ont donc une signification qui est subjective. Ça veut dire que si moi j'ai des attentes, je souhaite de l'autonomie, mais je vais chercher les repères, hein, comme l'employé qui dit qu'on a beaucoup de liberté, bien, je vais accrocher à ces messages-là qu'on m'envoie, même si c'est pas vrai, que ce soit vrai ou pas, là. Si je cherche la collaboration, je vais accrocher. Si je veux de la formation, mon développement, parce que j'ai vécu une expérience X, Y, Z, je vais accrocher à des choses. Donc, je vais vouloir croire qu'on va respecter ça puis qu'on va m'offrir ça dans mon prochain emploi. Donc, c'est compris, c'est des perceptions en fonction d'un historique, en fonction d'une compréhension de chaque personne. Tellement que 2 personnes dans la même organisation peuvent avoir des contrats psychologiques qui sont complètement différents, c'est-à-dire qu'ils ont compris des aspects différents dans le cadre de leurs différents échanges avec les différents intervenants. Puis il faut d'autant plus faire attention parce que plus souvent qu'autrement, les engagements sont implicites. On ne s'en rend pas compte. On n'est pas mal intentionné quand on le fait. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. On vend, il faut, imagine le recruteur, puis peut-être que tu vas te reconnaître dans cette situation-là, mais le recruteur qui a 12 postes. Bon, vous êtes 3 recruteurs, 12 postes à combler. Des postes très rares. Tu travailles, tu t'en vas, tu arrives au bout d'un processus. Poup, le candidat te file entre les mains parce qu'il y a une meilleure offre ailleurs. Il faut toujours que tu recommences. Le recruteur, ce qu'il veut, lui, c'est achiever, c'est mettre un cross-check, c'est de livrer la marchandise. C'est ça qu'il souhaite. Il va pas mentir, mais il va faire tout en son possible pour bien vendre, pour bien expliquer, pour être attractif, en fait. Donc, c'est pas mal intentionné. Il fait son travail, il veut être performant, lui aussi. Donc, je t'ai dit que je te laisserais sur des stratégies d'entraide. Donc, comment on peut faire pour diminuer les engagements qu'on va présenter à nos différents candidats ou encore à nos différents employés, même en poste? Bien, en restreignant le nombre d'intervenants ou en contrôlant les communications par des formations structurées et qui sont comprises. Donc, sur quoi on a du contrôle? On ne peut pas contrôler tout. Mais quand il y a un marketeur, un recruteur, des gestionnaires invités, du personnel administratif au niveau de la paie de l'administration, puis des collègues qui tournent autour des mêmes candidats puis qui donnent l'information, ça se peut que nos messages soient incohérents ou encore qu'on ajoute des choses parce que tout un chacun essaie de bien vendre le travail. Les gestionnaires mettent beaucoup d'engagement aussi, des fois qu'ils ne sont pas capables de tenir. Fait que ça, il faut faire attention, il faut sensibiliser. Il faut faire consensus aussi et aligner nos messages transmis, donc identifier et communiquer nos objectifs, aller du macro vers le micro et s'assurer que ce qu'on dit, c'est la réalité. Puis ça, il faut vraiment, vraiment, je pense, beaucoup sensibiliser les gestionnaires parce que c'est beau d'embaucher quelqu'un, mais s'il part dans la prochaine année ou même les 2 prochaines années, ça fait mal, comme mon papa là, de joueur de hockey qui était un peu débobiné, de perdre ses 2 meilleurs en plein, juste après Noël. Il a trouvé ça dur.
faire un recrutement réaliste aussi. Un recrutement réaliste, ça passe par la transmission d'informations pertinentes et sans distorsion sur le poste à occuper dans l'organisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que le processus d'embauche, c'est un processus à 2 voies. L'organisation choisit une personne, puis la personne choisit l'organisation. Donc, de recruter implique de chercher à faire coïncider le choix de la personne avec celui de l'organisation. Je me souviens d'une shop en soudure, là, je me souviens plus trop, mais tu sais, un endroit où la job, c'est dur. Physiquement, c'est sale, la poussière, vraiment pas facile. Trouver du monde dans cette entreprise-là, c'était vraiment difficile. Puis le président m'avait dit, moi, là, je compte pas de menterie. Je lui dis, c'est tough, ça pue, c'est sale, des longues heures, mais c'est payant. Ça te tente-tu? Fait que la personne, elle accepte un emploi en toute connaissance de cause. Puis ça, c'est important de se rappeler ça. Je pense que la stratégie la plus importante, c'est de donner tout ce qui est beau et vrai, mais aussi de donner tout ce qui est pas beau et vrai, qui vont éventuellement se rendre compte. C'est comme la théorie de la craque dans le mur. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais l'agent d'immeuble fait visiter une maison et là, il est craintif parce qu'il sait que ses clients sont piqués, puis ils regardent tous les détails, puis ils vont remarquer pas mal tout, puis il dit, bon, messieurs, madame, il faut que je vous dise quelque chose. Avant de rentrer dans la maison, je vous mets en garde. Il y a une grosse craque dans le mur. Vous allez la voir, elle est en plein milieu du salon, puis on ne peut pas la manquer. Mais je me suis informée, ça s'arrange, c'est pas rien de structurel, c'est esthétique, puis ça peut s'arranger. Les clients rentrent, sont emballés par la maison, voient la craque. Finalement, pas si grosse que ça, la craque. Parce que ils ont été mis en garde. Quand il leur a mis ça gros, ils ont fait comme « Oh, mon Dieu! » Ils s'imaginaient que ça allait mesurer 3 pieds de long puis 1 pied de large. Mais finalement, la craque était beaucoup plus petite. Puis finalement, elle n'était pas si grosse que ça. Mais comme il a mis les attentes à l'inverse, mais les clients, finalement, ça leur a pas dérangé. Oh, mon Dieu, mais on va plastrer, puis on va peinturer par-dessus ça, puis ça va être réglé. Et ils ont acheté la maison. Donc, s'ils ne les avaient pas avisés, peut-être que ça les aurait dérangés, première chose qu'ils auraient vue, puis finalement, ils auraient douté de tout le reste. Alors que là, ça a été l'inverse. Mais c'est un peu le même processus dans l'embauche. Disons donc tout ce qui est difficile. Je me souviens d'avoir parlé à quelqu'un qui, pour mon groupe de co-développement, la semaine passée ou la semaine d'avant, qui me dit, là, je viens de prendre un poste en gestion, puis il a fallu que je recrute 2 personnes dans mon équipe parce que tout le monde était parti. Puis elle dit, là, je suis épuisée. Elle dit, là, je me répète encore. Elle dit, je l'ai tellement expliqué, les raisons pour lesquelles les gens sont partis, parce que là, il fallait que je rassure les nouvelles personnes qui allaient rentrer. C'est comme 3 personnes qui sont parties, elle a été promue, puis il y a deux chaises vides. Fait qu'un candidat qui voit ça, dit, ben, y a-t-il des choses que je sais pas que je devrais savoir? Donc, elle a mis je pense que le plus de son énergie dans son recrutement, ça a été de rassurer les futurs candidats au fait que c'était un concours de circonstances, puis c'était tout pour des bonnes raisons, finalement. Mais bref, les candidats, faut les rassurer, mais il faut aussi être très honnête avec eux parce que pour certains, vont quitter un emploi quand même. Il y en a qui vont quitter des bons emplois qui aiment. Et rien de pire que de quitter un emploi que t'aimes pour un emploi qui est pire. Ou d'accepter un job, t'as 2 offres. Les autres, ils m'ont mieux vendu, je vais accepter là. Tu tombes de haut. Fait que c'est sûr que si un chasseur de tête ou un recruteur qui t'approche pas longtemps après, ça se peut que rapidement tu refasses le saut. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui sur le contrat psychologique t'a intéressé. Dans tous les cas, si tu as des questions, des commentaires, écris-moi. Ça me fera plaisir de te partager. Je t'ai résumé parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le contrat psychologique. Je t'ai résumé pour comprendre c'est quoi, qui
qui est impliqué, qui peut contracter des engagements à travers ça, des exemples, puis comment faire pour essayer d'éviter de pas trop avoir d'engagement auprès de nos candidats. Mais ce sujet-là, on peut en parler des heures et des heures et des heures. Donc, si jamais tu veux en savoir un petit peu plus, ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Donc, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao!